Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode du Tour du monde en une date. Aujourd'hui, nous allons explorer l'époque des alentours de -257-256. Commençons donc par l'émergence du royaume d'Aulac au Vietnam. Pour comprendre l'émergence de ce royaume, il est essentiel de se familiariser avec le contexte historique de l'époque. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la région de l'actuel Vietnam était divisée en plusieurs petits États, chacun avec ses propres dirigeants et influences. Dans cette période de fragmentation politique, le nord du Vietnam était contrôlé par le royaume de Thuc, je ne sais pas exactement comment on dit, tandis que le sud était gouverné par le royaume de Nam Viet. Ces deux royaumes étaient en conflit constant pour étendre leur territoire et leur influence. Au milieu de ce contexte de rivalité, un homme émergea comme une figure centrale de l'histoire, Han Duong Vuong. Selon les légendes et les récits historiques, Han Duong Vuong était un chef talentueux et charismatique, connu pour sa sagesse et son habileté militaire. Han Duong Vuong était le fils du roi de Nam Viet, et grâce à ses compétences diplomatiques et militaires, il parvint à unifier plusieurs tribus et seigneuries. Avec une vision audacieuse, il décida de fonder un nouveau royaume, Aulac, qui rassemblerait les terres du nord et du sud et du Vietnam. En l'an 257 avant Jésus-Christ, Han Duong Vuong proclama la fondation du royaume d'Aulac, avec lui-même en tant que premier roi. Il établit sa capitale à Ko Loa, une ville stratégiquement située près de la rivière Rouge, et commença à développer les structures politiques et économiques de son royaume naissant. Aulac devint rapidement un centre politique et culturel florissant, attirant des artistes, des commerçants et des intellectuels de toute la région. Han Duong Vuong mit en place des politiques de développement agricole et commercial, favorisant ainsi la prospérité du royaume. Sous le règne d'Han Duong Vuong, le royaume d'Aulac connut une période de stabilité et de progrès. Le roi encouragea l'éducation, soutenant les arts et les sciences, en mettant en place des réformes administratives pour garantir le bien-être de ses sujets. Cependant, Aulac ne fut pas à l'abri des défis extérieurs. Le royaume faisait face à des menaces constantes de la part de ses voisins, en particulier l'Empire chinois. Ce n'est pas parce que la Chine menaçait l'Empire d'Aulac que tout était stable en Chine. En effet, à ce même moment, ces États se disputaient le pouvoir et les territoires, ce qui créait une instabilité et une menace constante. C'est dans ce contexte que l'idée de construire une muraille pour protéger des invasions étrangères prit forme. En l'an 256 avant Jésus-Christ, l'empereur Qin Shi Huangdi décida de mettre en œuvre un projet ambitieux visant à relier plusieurs sections de murs déjà existantes et en construire de nouvelles. Cela marqua le début de la construction de ce qui deviendrait plus tard la Grande Muraille de Chine. L'empereur Qin mobilisa des milliers de travailleurs, dont des soldats, des paysans et des prisonniers, pour réaliser cette tâche monumentale. La construction se déroula par étapes, avec des tronçons érigés là où les menaces étaient les plus imminentes. La construction de la Grande Muraille de Chine répondait à plusieurs motivations. Tout d'abord, elle avait pour objectif de protéger le territoire chinois des invasions des peuples nomades du Nord, tels que les Xiongnu. Elle symbolisait également la puissance et le prestige de l'empereur et de la civilisation chinoise. Cependant, la construction de la muraille n'était pas sans défi. Les travailleurs devaient faire face à un environnement hostile, composé de montagnes escarpées, de vallées profondes et de rivières à traverser. De plus, ils devaient également faire face à des conditions climatiques difficiles, notamment des hivers rigoureux et des étés torrides. Au fil des siècles, la construction de la Grande Muraille de Chine se poursuivit avec différentes dynasties, contribuant à son agrandissement et à sa consolidation. La muraille atteignit finalement une longueur impressionnante de plus de 21 000 km. C'est la seule construction humaine visible depuis l'espace. La Grande Muraille devint rapidement un symbole de la Chine et un témoignage de l'ingéniosité et de la détermination du peuple chinois. Elle joua également un rôle important dans le développement du commerce, des échanges culturels et de la défense du territoire. Aujourd'hui, la Grande Muraille de Chine est l'une des merveilles du monde et une incroyable attraction touristique. Pour clore notre épisode, rendons-nous en Europe, où la première guerre punique fait rage. Pour comprendre les racines de la première guerre punique, il est essentiel de connaître les rivalités et les intérêts en jeu entre Rome et Carthage. Carthage, une puissance maritime de l'époque, contrôlait de vastes territoires en Afrique du Nord et était un acteur majeur dans le commerce méditerranéen. Rome, de son côté, cherchait à étendre son influence au-delà de l'Italie et à s'imposer comme une puissance incontournable en Méditerranée. Lorsque les tensions montèrent entre Rome et les cités grecques en Sicile, Carthage intervint pour protéger ses intérêts et entra en conflit direct avec Rome. Au début de l'année -256, les hostilités entre Rome et Carthage éclatèrent en Sicile, une région disputée et stratégique pour les deux empires. Les premières batailles furent intenses et sanglantes. Les deux côtés faisaient preuve d'une détermination farouche pour défendre leurs intérêts.
Les Romains, connus pour leur discipline militaire, adaptèrent leurs tactiques terrestres à l'environnement insulaire de la Sicile. Ils remportèrent plusieurs victoires importantes, consolidant ainsi leur présence dans l'île et infligeant des pertes considérables à l'armée carthaginoise. Un aspect crucial de la première guerre punique fut la rivalité maritime entre Rome et Carthage. Carthage, réputée pour sa flotte puissante, dominait les mers avec ses navires bien équipés. Rome, en revanche, avait peu d'expérience en mer, mais était déterminée à contester la suprématie carthaginoise. Pour combler ce désavantage, les Romains construisirent une flotte impressionnante en utilisant des navires capturés ou copiés sur les modèles carthaginois. Grâce à des stratégies novatrices et à la détermination de leurs marins, les Romains réussirent à remporter plusieurs batailles navales cruciales, ébranlant ainsi la confiance de Carthage. C'est l'invention de la stratégie du chorus par les Romains, sorte de pont-levis muni d'un crochet pour s'agripper au bateau adverse et pouvoir l'attaquer. La première guerre punique se poursuivit avec une intensité croissante, tant sur terre que sur mer. Les deux empires s'affrontèrent lors des batailles terrestres acharnées en Sicile. Mais ce fut principalement le conflit naval qui marqua cette période. Les batailles navales, notamment celle d'Ecnum en 256, furent des affrontements spectaculaires où des centaines de navires s'affrontèrent. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le Tour du Monde en une date. Rendez-vous bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis au revoir.